C'est dans l'Antiquité gréco-romaine que l'on retrouve les premiers instruments grossissants, comme des boules de verre remplies d'eau, des émeraudes taillées ou des billes de verre incrustées dans les yeux des statues. On remarque les propriétés grossissantes du verre bombé. Après la conquête musulmane au 8e siècle, les sciences arabes s'exportent en Occident. Un savant arabo-andalou, Abbas ibn Firnas, invente la pierre de lecture. C'est du cristal de roche taillé, en forme de sphère légèrement bombée, comme une loupe. Les matériaux translucides ou transparents comme le verre ou certaines pierres ont un pouvoir grossissant, car elles concentrent les rayons lumineux qui les traversent. L'objet observé apparaît alors plus gros que l'objet réel. En parallèle, on fabrique aussi des sphères armillaires pour modéliser le mouvement des astres. Les hommes se rapprochent en même temps des deux immenses ensembles entre lesquels ils sont pris. Au XIIIe siècle, le moine anglais Roger Bacon fabrique des pierres de lecture en verre, offrant une meilleure qualité d'observation que celle en cristal de roche. Le Florentin Salvino degli Armati s'en inspire et crée les premières lunettes, consistant en deux cercles de verre enchâssés dans du bois. Tout au long des XIVe et XVe siècles, la lunetterie et l'optique continuent de se développer. On arrive au XVIe siècle. C'est le début de la révolution copernicienne. Avant 1510, on pensait que l'homme et la Terre étaient au centre du monde. Mais Copernic montre que ce n'est pas le cas et que la Terre, comme beaucoup d'autres planètes, tourne autour du Soleil. L'homme comprend qu'il est bien peu de choses dans cette immensité infinie et complexe qu'on appelle l'univers. Freud décrit cette découverte comme une blessure narcissique de l'humanité. Chez les scientifiques, cette prise de conscience coïncide avec un grand progrès de l'observation de l'infiniment grand et l'infiniment petit. Si la science révèle les limites de l'homme, elle le fait aussi avancer. Vers 1590, Janssen, un lunetier hollandais, fabrique un des premiers microscopes, composé de deux lentilles qui concentrent successivement les rayons lumineux. Au XVIIe siècle, le Hollandais Van Leeuwenhoek crée un microscope de poche avec une seule minuscule lentille. Le microscope se place à hauteur d'œil et l'échantillon observé se place sur la pointe face à la lentille. Très puissant pour l'époque, il grossit jusqu'à 300 fois. D'importantes découvertes se font alors. On observe pour la première fois des globules rouges et des spermatozoïdes. Dès le XIXe siècle, un palier technique est atteint, qui offre une marge de progression réduite à la microscopie optique. Elle s'est bien sûr améliorée. La production de lentilles est aujourd'hui mécanisée et parfaite. La puissance de grossissement est de 1500 fois en moyenne. Mais dans notre désir continuel de dépassement, nous voulons voir toujours plus petit, encore plus petit que ce que nos yeux, même augmentés, peuvent voir. En optique, on utilise les ondes lumineuses comme source d'illumination. Mais un microscope optique ne peut pas distinguer d'objets plus petits que la plus petite longueur d'onde de la lumière. Au XXe siècle, on essaye d'utiliser d'autres sources d'illumination. On découvre avec la physique quantique que toute particule se comporte comme une onde, donc comme de la lumière. Ainsi, on va utiliser des électrons pour voir l'infiniment petit. Et non plus des particules de lumière. En 1931, Ernst Ruska invente le premier microscope électronique, en utilisant des faisceaux d'électrons comme des faisceaux lumineux. Cette technique explose au XXe et XXIe siècle,
permettant de voir des objets toujours plus petits, jusqu'à l'atome.